Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité. Vous êtes avec nous, Jacques Mikulovic, et merci pour parler de la rentrée scolaire. Une rentrée à risque quand même, avec plusieurs difficultés. Où en êtes-vous des recrutements d'enseignants, puisque lors de la réunion que vous aviez faite au mois de juillet, vous expliquiez qu'il en manquait encore quelques-uns. Exactement. Alors, chaque rentrée a son lot de surprises. Exactement, oui. Néanmoins, à comparaison équivalente, enfin pas tout à fait équivalente, puisque nous avons beaucoup plus d'élèves à cette rentrée, 3000, un peu plus de 3000 de plus, mais aussi donc beaucoup plus de collègues, plus 330 collègues en plus, ce qui veut dire des recrutements supplémentaires. Et donc, à date, nous sommes mieux que l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, pour le second degré, il nous manquait à ce jour 126 postes. Aujourd'hui, il en manque que 93, sachant qu'on a eu 64 démissions de dernier moment. Donc, il faut qu'on continue nos recrutements. Et dans le premier degré, sur 3500 enseignants, aujourd'hui, il nous manque 40 postes, mais encore des recrutements sont en cours. Et a priori, mercredi, on va pouvoir proposer un enseignant face à chaque classe. Alors, dans cette réunion que vous aviez faite en juillet, vous aviez aussi alerté quand même sur les sureffectifs. Si je ne dis pas de bêtises, il manquerait 5000 places, un peu plus de 5000 places en collège, un peu plus de 2000 places en lycée pour les élèves. Hein. Comment vous allez faire? On gonfle les effectifs par classe, on met des préfabriqués, on ouvre des classes en plus. Comment on gère 7000? Alors évidemment, c'est réparti sur tous les établissements, mais comment on gère 7000 enfants en plus? Non, c'est pas tout à fait la réalité. C'est que la réalité de ces chiffres, c'est par rapport à la jauge de construction initiale des bâtiments. Et depuis, nous avons élargi la capacité d'accueil de nos établissements, des collèges et des lycées, certes avec des modulaires, mais aujourd'hui, nous sommes en capacité, je dirais comme l'an dernier, d'accueillir l'ensemble des élèves au collège et au lycée. D'accord. Maintenant, il convient sérieusement de pouvoir construire nos établissements scolaires dans les délais, puisque c'est à la rentrée 2026-2027 que nos collèges risquent d'être en difficulté si jamais nous n'en sortons pas suffisamment de terre, et 2032 pour les lycées. Alors, oui, parce qu'effectivement, il faut que les collégiens finissent le collège avant d'arriver au lycée. Une autre question, Jacques Mikulovic, qui intéresse tous les parents d'élèves qui nous écoutent ce matin. Les classes, que ce soit au collège, au lycée ou au premier degré, il y aura combien d'enfants en moyenne par classe? Alors, par classe ou par enseignant? Par classe, nous sommes autour de 30 élèves par classe. On essaye de ne pas dépasser tout niveau confondu. C'est une moyenne, même un petit peu en deçà. Une moyenne. Ce qui ne veut pas dire que dans certaines classes de lycée, on n'est pas à 34, 35. Ça, c'est une réalité. Ensuite, concernant l'école primaire et notamment le CP, on a un dédoublement, c'est-à-dire qu'on a 2 enseignants pour une classe de 30, c'est-à-dire potentiellement un enseignant pour 15 élèves. Mais ce dédoublement, il se fait au sein de la même classe? Alors, au sein de la même classe, c'est pour ça d'ailleurs qu'on doit réfléchir et donner un petit peu plus d'autonomie aux directeurs d'école dans l'organisation pour permettre une organisation scolaire un petit peu différente, à la fois créer davantage de coopération. Peut-être qu'un enseignant pourrait prendre tout le groupe à un moment donné et puis se répartir différemment les tâches à d'autres moments. C'est les enjeux des projets pédagogiques que nous souhaitons soutenir et de la formation que nous allons proposer dès la première semaine de septembre à l'ensemble de nos cadres pour imaginer des nouvelles réorganisations. Alors, on ne va pas se mentir, on se dit tout, on est sur Kwezi, on sait très bien qu'il y a beaucoup de Mahorais qui quittent Mayotte avec leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas les scolariser ici, parce qu'un nombre important d'élèves allophones dans les classes. Vous avez, au travers de votre projet académique, commencé à esquisser par rapport à ça une solution. Quelle est-elle ? C'est d'aller vers une revendication justement des Mahorais et de leurs représentants, d'aller vers des groupes de niveau. Il est impensable qu'on ne puisse pas acquérir un minimum de compétences avant de pouvoir progresser, à savoir la maîtrise des savoirs fondamentaux et donc la langue française notamment. Et je souhaite qu'on puisse recréer les conditions d'une confiance des Mahorais dans cette école pour pouvoir suivre un cursus scolaire, au moins jusqu'à la terminale, sur ce territoire. Ça me semble important. Il ne faut pas qu'il y ait une désertion des familles mahoraises.
Sinon, la nature ayant horreur du vide, les équilibres risquent d'être sérieusement perturbés. Mais là, ils risquent déjà d'être perturbés, Jacques Mikulovic, parce que quand on écoute les enseignants qui travaillent dans les établissements scolaires dans le premier degré, ils disent qu'en moyenne, par classe, c'est jusqu'à 3/4 des élèves qui sont allophones. Si on fait des groupes de niveau, ça veut dire qu'il n'y aura plus que des classes d'allophones. Non, il ne faut pas le voir comme ça. Je pense que tous les gamins, quels qu'ils soient, ont une capacité à apprendre le français. Les langues en général, et puis même d'autres savoirs. Il nous faut être exigeants sur ces contenus-là. D'ailleurs, on a plutôt des premiers chiffres qui sont rassurants, avec des nouvelles méthodes d'apprentissage. Nous avons investi depuis la rentrée dernière, mais ça s'est installé en cours d'année, notamment depuis janvier, la méthode NEO, et nous allons généraliser cette approche. Et on s'aperçoit que sur la période de janvier à juin, à l'école primaire, 8 académies ont eu des progrès au niveau des éléments techniques d'apprentissage de la langue, dont Mayotte. Avec cette méthode. Et donc nous ne sommes plus d'ailleurs en dernière position au niveau des académies nationales. Donc Mayotte progresse, ce qui veut bien dire que sur les leviers qui sont les nôtres, et j'ai bien conscience d'ailleurs des revendications des personnels qui se plaignent, et à juste titre, que nous ne pouvons pas accueillir tous les élèves en école maternelle, ce qui peut être un frein à l'acquisition de compétences. Et nous avons des conditions de travail qui restent difficiles. Et je tiens à saluer, je dirais, l'engagement de tous les enseignants. Malgré ça, nos leviers, ce sont sur les méthodes pédagogiques, et nous avons des possibilités aussi d'amélioration en coopérant, en donnant des outils un petit peu nouveaux. Alors, vous avez un préavis de la FSU dont l'échéance est prévue pour le jour de la rentrée. Vous avez aussi le syndicat Force ouvrière qui n'a pas encore créé une intersyndicale avec la FSU, mais qui est en phase avec les revendications et qui souligne, et vous venez de le dire, la difficulté des conditions de travail dans les classes surchargées avec ces écarts de niveau conséquents, ce qui perturbe aussi l'enseignement. Vous pensez qu'il y aura grève le jour de la rentrée ? Je ne le souhaite pas. J'imagine bien. Ça ne serait pas un très très bon signal. Alors j'ai rencontré les représentants syndicaux, notamment la FSU, avant la période de coupure estivale. Nous avons progressé sur un certain nombre de points. Il y a des revendications qui étaient en lien avec la sécurité, par exemple. Donc ce matin, d'ailleurs, je me rendrai à la Cité du Nord pour justement rencontrer les équipes et vérifier de mes propres yeux le job a été fait. Que le travail a été fait, bien sûr. Ensuite, on avait cette histoire des recrutements par rapport au nombre de postes vacants. Nous avons bien progressé. Encore samedi matin, j'étais avec des candidats au CRPE qui devaient... C'est quoi CRPE ? C'est le concours de professeurs des écoles. Nous avons 159 postes et en juillet dernier, 125 postes étaient pourvus. Puisque nous avions un niveau d'exigence qui ne permettait pas d'accueillir tous les candidats. Et pour un grand nombre de candidats, il manquait une attestation administrative, et notamment celle du savoir nager, qui est indispensable pour être professeur des écoles. Et nous étions à Coropa pour faire passer les tests de natation à un certain nombre de candidats. C'est important, effectivement, la natation. Mais enfin, après, on pourrait se dire que voilà, c'est peut-être plus important la capacité à apprendre, à savoir faire apprendre le français et les maths aux enfants. Exactement, mais il faut savoir que nous bénéficions sur Mayotte d'un régime dérogatoire pour le recrutement des enseignants du premier degré et des enseignants du second degré, à savoir un recrutement à Bac+3. Et après, ils entrent pendant 2 années en formation au CUFR, et ça permet vraiment là d'acquérir les compétences du savoir enseigner. Néanmoins, pour l'entrée et la réussite de ce concours, nous avions mis comme barrière d'exigence la note minimale de 10 aux épreuves de français et de mathématiques. Il faut savoir que sur les académies de Créteil, voire de Guyane, les recrutements se font à 4, 5 de moyenne. Nous sommes beaucoup plus exigeants à Mayotte et nous rencontrons, in fine, même si les conditions sont difficiles, moins de difficultés pour recruter des enseignants à Mayotte que dans d'autres académies de métropole ou de Guyane. Ça, c'est lié aux primes. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça, puisqu'en Guyane, ce sont les mêmes. Oui, c'est vrai. Les conditions sont les mêmes, sauf que le nombre de postes pourvus en Guyane au recrutement était de 30%. Nous étions à plus de 74% en juillet et nous allons arriver à 95% là à la rentrée au mois d'août.
Alors, la crise de l'eau, qui est une réalité pour tous aujourd'hui, elle a posé des problèmes avant l'été dans les établissements scolaires, avec des coupures d'eau inopinées et donc des fermetures d'établissements scolaires qui ont privé les élèves, quel qu'en soit le niveau d'ailleurs, d'heures d'enseignement nécessaires. Comment vous abordez cette rentrée avec les pénuries, la pénurie d'eau? Alors, vous venez d'évoquer un point important, à savoir la corrélation entre la présence à l'école et la réussite des élèves. C'est quelque chose qui est très frappant dans les résultats. C'est-à-dire chaque jour d'école manquante est un handicap supplémentaire, je dirais, pour nos élèves. Donc, avec le préfet et ses services, on a comme doctrine de tout faire pour maintenir l'ouverture des écoles. Et donc, à ce sujet, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées. Alors, sous le pilotage de la préfecture et puis du préfet de l'eau et avec le soutien d'un grand nombre d'acteurs, tant la SMAE que les collectivités, les élus, que je tiens à saluer, qui ont fait ce travail pour l'installation des cuves qui permettent d'avoir une réserve tampon pour de l'eau pour les sanitaires, alors de l'eau non potable, considérée par l'ARS comme non potable, même si l'eau qu'on met dedans est potable puisqu'elle vient du circuit classique. Donc on souhaite, en tout cas, en cas de coupure diurne, pouvoir tenir au moins une journée qui permettrait le rétablissement de la circulation de l'eau. Alors, il y a deux types à ce jour. Effectivement, on verra dans la semaine, puisqu'il y a une conférence de presse qui est annoncée sur la thématique de l'eau. Mais à ce jour, Mamoudzou, la Petite Terre et Koungou, c'est coupé effectivement toutes les nuits. Mais dans les autres communes, c'est 24 heures de coupure tous les 3 jours. Dans ces communes coupées, ce sont ces fameuses cuves qui vont faire le tampon et permettre d'alimenter les sanitaires? Alors, l'objectif est celui-ci, c'est-à-dire que les cuves puissent permettre d'accueillir les élèves, tout simplement pour permettre l'ouverture des sanitaires. Oui. Et puis, nous allons, grâce au soutien de la CSSM, et on aura l'occasion d'en reparler très prochainement, fournir à chaque élève une gourde. C'est pas grand-chose pour l'accès à l'eau potable et puis faire quelques réserves d'eau potable pour le quotidien. Donc ça veut dire que ce sont les parents qui vont fournir à leurs enfants l'eau potable qu'ils vont avoir à consommer dans la journée. Alors vous savez qu'il y a un certain nombre de rampes d'accès et puis dès l'instant où la potabilité de l'eau sera dans les écoles, on pourra parfaitement remplir sa gourde à l'école. Oui, bien sûr. Mais l'idée, c'est aussi de contribuer à une éducation à la santé et d'être très vigilant. Parce que je ne pense pas que pour les élèves, ce type d'organisation sera un frein. J'ai plus des fois d'inquiétude pour nos personnels par rapport à un certain nombre de contraintes. Néanmoins, l'inquiétude est quand même sur la santé et l'hygiène. Bien sûr. Et là, nous devons être très vigilants puisque les élèves ont une activité, ne serait-ce que dans la récréation, les cours de PS, etc. Et il convient d'être vigilant aussi sur l'hygiène, notamment l'hygiène des mains, pour éviter une propagation de virus. Alors, concrètement, à partir de mercredi, c'est combien d'élèves qui vont rejoindre les différents établissements scolaires du département, que ce soit le premier degré, le collège ou le lycée? Eh bien, nous arrivons à 118 000 élèves, normalement. Alors, je dis normalement, puisque on fait la comptabilité fin septembre, dans la mesure où, durant l'été, parfois, il y a des mobilités des familles de part et d'autre. Et donc, il est délicat pour nous d'anticiper. Voilà. Au minimum, 118 000 élèves. Au minimum, 117 000 élèves. Voilà. C'est quand même beaucoup. C'est une grosse académie. On est le double de la Guyane en termes de volume d'élèves. Et on est une académie qui ne cesse de grandir. Les constructions principales qui sont annoncées, parce que effectivement, toujours dans cette réunion de juillet, vous avez notamment annoncé que vous alliez miser davantage sur des cités scolaires, c'est-à-dire profiter des terrains que vous avez pour à la fois construire collège et lycée sur les mêmes emprises, et je pense notamment au lycée des métiers du bâtiment à Koungou. Vous avez décidé d'y adjoindre un collège? Oui, alors on a revisité notre plan pluriannuel d'investissement, c'est comme ça que ça s'appelle, un PPI, tout simplement par rapport au foncier qu'on a disponible, puisqu'on sait qu'une grosse difficulté pour entamer les travaux, c'est d'obtenir le foncier, d'une part. Certes, c'est aussi de mutualiser un certain nombre d'équipements collectifs, et je pense aussi au hub, ou au service de restauration scolaire, hub de transport scolaire, de transport scolaire,
et puis aux équipements sportifs, ça nous semble important. Et puis le dernier point, c'est surtout d'implanter les établissements scolaires en proximité des habitats pour éviter justement au maximum la mobilité de nos jeunes. On a des jeunes de Longoni qui allaient sur Dzoumogné. Le fait de construire un collège supplémentaire devrait éviter des mobilités qui ne sont pas toujours bien perçues par les familles, pas toujours très rationnelles au regard de ces contraintes en termes de capacité d'accueil. Mais est-ce que ça ne va pas créer de nouveaux risques, notamment en termes de sécurité, parce qu'on concentre du coup au même endroit encore plus de jeunes, avec des hubs, comme vous l'avez dit, qui sont facteurs peut-être de bagarres, d'agressions. Enfin, les hubs de transport scolaire, je pense qu'à Agny, je pense Dzoumogné, c'est quand même pas des modèles de calme. Alors, je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de ce diagnostic. Et vous le savez, j'ai pu le présenter dans le cadre du projet académique qu'on décline sous un acronyme qui s'appelle le respect. Et je crois que là, on a un vrai travail à faire, éducatif, hein, puisque à l'intérieur des écoles, je dirais globalement, même si parfois il y a quelques tensions, ça ne se passe pas trop mal, mais on a loupé une marche dans l'acquisition des valeurs de la République. Hein, on ne se fait pas justice soi-même et au quotidien, on ne peut pas attendre que, souhaiter que cette situation de violence quotidienne entre bandes rivales perdure. Je crois qu'il faut lutter ardemment contre ça. Et nous, notre seule réponse pour l'instant au niveau de l'éducation nationale, c'est d'être exigeant sur nos contenus. Et exigeant sur nos contenus, tout à l'heure nous l'évoquions, comment on s'y prend pour qu'ils parlent tous mieux la langue qui est la langue de la République. Ce qui ne veut pas nier les langues régionales, locales, qui sont des vecteurs importants, mais avoir cette exigence de la maîtrise des savoirs fondamentaux me semble indispensable pour pouvoir s'exprimer autrement. Et c'est dans cet esprit que je lance en septembre aussi le mois de l'écriture, pour qu'il y ait des modalités d'expression autres que cette violence qui est pour moi la parole des faibles. Merci beaucoup, Jacques Mikulovic. Bon courage pour cette rentrée. On sera à vos côtés mercredi et aux côtés de tous ces 118 000 enfants et jeunes élèves qui vont regagner les établissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.